Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue. Oh, bien sûr, c'est ce moment où OBS décide qu'il a oublié que je lui avais dit d'afficher des fenêtres. Ce n'est pas grave, on va dire bonjour à notre merveilleuse invitée Cécile Duquesne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et on espère tous que ça va très bien. Oui, ça va très très bien. Il fait beau, pas trop chaud et voilà, ça va. J'ai bien mangé à midi et je ne suis pas dans le, comment dire, le truc de la digestion, donc je suis alerte. Ah ok, Voilà, c'est cool. tout va bien. C'est bien, c'est bien. Et n'oubliez pas de vous hydrater parce que moi ici par Tout contre il à fait fait. vraiment très très chaud. Donc Ah ouais, buvez et pas de la bière. Voilà. ouais. Bah, ça Enfin, hydrate ça aussi, hydrate mais aussi, ça hein, mais dépend du moment de la journée, quoi. disons qu'avec le soleil, il vaut mieux pas recommander de l'alcool. C'est ça. Attendez la tombée de la nuit. Donc bon, on va te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc Cécile Duquesne est autrice euh, et, et formatrice, Mhm. traductrice aussi. Au passé pour la traduction. Tu l'as été. Et Oui, est-ce tout qu'il y à a fait. autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Dog enfin donc j'ai un chien qui définit l'ensemble de ma vie actuellement, même si bon voilà, pas que, mais entre autres. Et puis bah, autrice et ouais, formatrice. Et on rediscutera du côté autrice, mais il y a eu des changements quand même. C'est-à-dire que je suis toujours autrice, je le resterai à jamais, mais des fois on écrit moins. Voilà, Oui, bah ouais, alors ça, oui. n'est-ce pas? Tout à fait, absolument, tout à fait. Voilà. Rien d'autre à dire que absolument tout à fait. Euh, du coup, voilà, alors on est là pour, non pas pour déballer tous les secrets d'écriture, absolument pas, mais Oh, on peut, hein, c'est pas un souci. c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est quelle est l'approche, quelle est la méthode de chaque personne, puisque bon, ben, Mmh. on sait qu'on fonctionne tous de manière un petit peu différente. Et du coup, toi, quand tu travailles sur un projet, tu commences par quoi? Les personnages, Les toujours les personnages. personnages. Hem, D'accord. ouais. Je sais pas commencer un quoi que ce soit sans avoir un personnage, mais c'est pas juste une apparition, il y a des gens qui fonctionnent sur des physiques et des apparitions et des morceaux de scène. Moi, c'est plus sur une caractérisation, en fait. Je suis beaucoup dans l'intériorité du personnage plus que dans l'extériorité ou dans sa mise en scène. Et je suis sur, quelqu'un qui a un problème et que je dois aider, enfin, je dois aider la personne à résoudre ce problème. Ce qui est marrant parce que dans les formations, c'est exactement la même chose quand je crée une formation. Je me dis: «Tiens, les gens autour de moi, ils ont tel problème pour écrire, je pourrais faire une formation dessus parce que j'ai une solution». Bah, dans le cadre de mes récits, en fait, c'est je trouve un personnage qui a un problème et je me dis: «Bah, tiens, comment est-ce que ce problème serait résolu dans tel environnement ou dans avec tel moyen, tels outils, et cetera». Et donc toujours dans le cadre de l'imaginaire parce que, bah, j'aime bien ne pas donner de limite à ce que j'imagine et partir un peu, là où on ne m'attend pas. Oui, ça c'est bien. C'est pas toujours facile d'ailleurs, hein, de partir là où on nous attend pas. Tout Mais à fait. alors pour info, hein, pour ceux que ça intéresse, si jamais vous êtes un peu fan, un peu intéressé de tout ce qui est mécanique de la narration, ce genre d'approche, c'est un peu l'approche Lavandier. Hein, Lavandier, il est Mmh. très centré sur les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils désirent et de quoi ils ont envie et tout ça. Et du coup, est-ce que tu fais des fiches, les fameuses fiches de personnages? Alors j'en ai fait par le passé et justement elles avaient une approche très Lavandier parce que moi j'ai jamais fait des fiches personnages qui étaient figées dans le temps. C'est-à-dire qu'un personnage à un instant T du récit, au début, il va vouloir un truc précis, il aura un problème précis. Mais ce problème, c'est une manifestation spécifique d'un problème beaucoup plus large. Donc le problème va évoluer, les solutions vont évoluer et les personnages avec eux. Ce qui signifie que la fiche de personnage doit être mise à jour constamment, en fait, Oui. pour suivre l'évolution du personnage en question. Et je trouvais ça à la fois, bah, pratique de mettre à jour une fiche personnage et cetera, et en même temps très bordélique parce qu'au final, en plus quand on change 50 fois d'avis sur un truc parce que, bah, on change d'approche de mise en récit, on se rend compte qu'on s'est trompé sur un truc, puis on se dit: «Ah mais merde, mais il y a tel autre personnage qui a pris telle décision, du coup en fait j'ai pas vu telle conséquence sur tel autre personnage» et cetera. Bah, ça devient très, très vite très compliqué. Donc les fiches personnages, j'ai laisse tomber, parce que, bah, donc déjà tout le caractère extérieur du personnage ne m'intéresse plus. C'est pas que je les décris pas mes personnages, mais en gros c'est très secondaire. En tout cas dans les récits que moi j'écris et
Par ailleurs, pour moi, c'est pas, enfin, comment dire? Dans la plupart des fiches personnages, on nous demande des défauts, des qualités, je sais pas, un talent remarquable, vaguement, ce qu'ils savent faire, c'est quoi leur boisson préférée. Bon, c'est intéressant, hein, mais c'est intéressant quand on est fan d'un c'est-à-dire c'est intéressant pour nous en tant qu'auteurs, pour s'amuser à créer un personnage. Oui, Dans le récit, je crois pas que le fait que le personnage aime le thé au jasmin soit très important. Je ne crois pas non plus que le côté caractériel inscrit dans la fiche personnage soit très important si au final, dans le cadre du récit, on ne montre jamais ce côté caractériel. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est plutôt, la manière dont le personnage va interagir avec son environnement, c'est ça qui est intéressant. Et le fait de figer les choses dans la fiche personnage avant même de mettre le personnage dans l'environnement, pardon, bah, pour moi, en fait, ça perd tout son intérêt. Et le côté organique du récit, on passe vraiment à côté. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'écris plutôt des scènes, de répétition de personnages. Voilà. des scènes de répétition de personnages, c'est-à-dire. Eh bah, c'est un personnage, il rentre dans un bar et on voit comment ça se passe. D'accord, Voilà, en gros. d'accord. Des fois, je leur fais rencontrer un de leurs antagonistes, des fois, c'est juste ils discutent avec le barman, en fait, c'est un personnage qui arrive quelque part et il se passe quelque chose. C'est ton bac à Qui est un sable, peu comme on dit en jeu vidéo. exactement, tout à fait. Sauf que c'est pas une fiche, c'est juste que quand j'écris un truc, je me dis: «Ah tiens, ça passe bien, ça ira dans le roman». Voilà Oui, d'accord. et Tu je les le mets note. dans une situation donnée et tu vois comment ils se comportent. Tu les confrontes. Exactement, tout à fait et ça permet, vous savez, quand, des fois on passe d'une fiche personnage à tout de suite l'écriture du premier jet et on se dit: «Ce personnage-là, je le cerne pas tout à fait, il y a un truc à côté duquel je passe». Mais le problème, c'est qu'on écrit d'ores et déjà ce qui est censé être le premier jet d'un texte qui sera existant derrière. On se donne pas de droit à l'erreur. Or, je pense que les répétitions justement, bah, ça te donne le droit à l'erreur. C'est un peu comme les répétitions de danse en fait, que je faisais quand, je faisais de la danse. On avait des galas à la fin de l'année, bah, figurez-vous que toute la semaine, du lundi au vendredi, avant le gala du samedi soir, on répétait en fait, les morceaux un par un et cetera et le vendredi soir, on avait, un filage, on appelait ça, c'est-à-dire qu'on faisait le gala sans les costumes, juste pour voir, bah, enfin, en gros, toutes les conneries qu'on pouvait faire, on les faisait à ce moment-là et on se disait: «Bon, ça, faudra pas que je le fasse, faudra que je fasse tel truc» et ça permettait, en fait, d'affiner la manière dont on avait, dont on se projetait dans la future représentation, la vraie et quand je fais ça pour mes romans, en fait, quand je fais des affinages, en fait, bah, ce que je ne veux pas, ne va pas dans le roman et donc par conséquent, ce qui y va, c'est ce que je veux. Voilà Oui. et du coup, la caractérisation se fait comme ça. C'est vraiment, un ensemble d'essais et voilà, c'est pas des fois, je prends même des vraies scènes qui apparaîtront dans le futur roman, mais je les écris pas dans la volonté de les faire apparaître telles quelles. C'est juste, genre: «Tiens, ça peut être intéressant pour, comme première apparition du personnage» et je fais plusieurs essais, dans plusieurs tonalités, plusieurs registres et ça passe ou ça casse et quand ça casse, je prends pas. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Je pense que le droit à l'erreur, en écriture, on l'a tout le temps. Tout C'est à pas fait. comme un gala de danse où on se dit, bah voilà, le public est là et là, faut pas se vautrer. Oui, c'est vrai que la comparaison s'arrête là, pour Non, le coup. non, mais c'est bien. Je trouve que c'est très intéressant de la faire justement parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression de fou et qui se disent oh là là, il faut que ce soit parfait, machin. Voilà, je pense qu'on peut quand même se rassurer en se disant non. Non, non, il n'y a pas de moment où on a besoin d'être parfait, quoi. On fait du Tout à fait. mieux qu'on peut à toutes les étapes en essayant d'aller vers le mieux du mieux du mieux. Et Mmh. puis voilà quoi, mais c'est vrai que c'est pas du tout évident. Et du coup, après cette étape-là, est-ce que tu passes directement à écrire ou il y a d'autres choses que tu fais avant? Est-ce que tu fais ce même travail sur les lieux par exemple? Non, sur les lieux, je suis très, très flemmarde. Ce que je fais, c'est que quand j'ai une scène qui a besoin d'un lieu spécifique, je vais chercher un truc existant et je reprends le plan et j'imagine des trucs par-dessus. C'est Voilà, une bonne méthode, ça marche, hein? Il n'y a pas ça de raison. marche. Il y a plein, plein de lieux existants très célèbres qui sont dans mes romans, mais personne ne le sait parce qu'en fait, j'ai juste repris le plan et du coup, bah, pour tout ce qui est calcul des distances et cetera, je m'embête pas, il y a déjà tout. Voilà, et j'adapte un petit peu, j'ai déjà fait ça de manière très, très visible dans, Quadruple assassinat dans la rue Oui, Morgue, c'est Aix-en-Provence en fait, hein, sauf que j'ai tout déplacé et un peu modifié comme je voulais. J'ai juste repris les noms, et l'ambiance, l'esprit de la ville. Dans, Les Foulards Rouges, la hacienda, de la fédération, je sais plus exactement où c'est, mais c'est une hacienda qui existe vraiment.
Dans le tome 2, on voit des passages du passé de Reno, qui est un personnage principal, et donc de quand il était enfant, et l'académie de magie, en fait, bah, c'est une abbaye qui existe près de chez moi, c'est l'abbaye de Sénanque. Ah oui. Voilà. Donc, Très belle et abbaye puis j'ai d'ailleurs. repris vraiment toute la topographie, hein. J'ai repris les champs de lavande, machin et tout. J'ai dit, ce sera là, mais sauf que je ne nomme pas en fait. Voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est Et un très bon truc. bah, c'est utile. Puis surtout quand. Alors, ça, c'est un truc que j'ai pioché comme conseil dans l'écriture des thrillers. Quand j'ai suivi des masterclass, bah, celle-ci c'était de. Comment il s'appelle? Celui qui a écrit Da Vinci Code. Dan Brown. Voilà, lui. Bon, je l'aime pas pour plein d'aspects spécifiques parce que lui, il modifie l'histoire à son avantage et il fait passer ça pour de la vérité, donc ça me voilà. Mais un truc qu'il a dit qui était cool dans sa masterclass, c'était que pour lui, quand il y avait un événement important du récit, et donc généralement tout événement figurant dans le premier jet ou dans les jets suivants est censé être important quelque part, parce que sinon on n'en parlerait pas, bah, il dit il faudrait que ce soit dans un lieu qui soit à la hauteur. Et c'est un truc du thriller. C'est-à-dire qu'en gros, bah, chaque événement se situe dans un lieu qui est identifiable par un lecteur et qui a une identité et une caractérisation. Et le fait de prendre un lieu déjà existant, bah, la caractérisation, on voit tout de suite si ça va correspondre ou pas à l'ambiance de ce qu'on veut donner. Et ça va nous permettre de construire quelque chose sans. C'est-à-dire qu'on est créatif, mais sans s'attarder sur les complications qu'on aurait si on partait de zéro complètement, en fait. Ce qui fait Ouais. que ça facilite la tâche et ça améliore, je trouve, le résultat. Voilà. Non, mais c'est vrai que franchement, ça peut vraiment beaucoup aider dans plein de situations où on ne sait pas forcément. Et puis, ça va donner plein comme tu le disais, de caractéristiques techniques qu'on va pas avoir Mm. besoin de mettre en place. Et si jamais on en a besoin, ben, elles sont là. Donc c'est vrai que c'est très Tout pratique. à fait. Un très bon Et conseil, les puis, gens. merci. Et puis, quand on a besoin aussi de décrire un lieu précisément, c'est-à-dire qu'on veut faire une grande description vraiment approfondie, etc., mais qu'on ne sait pas nommer les éléments architecturaux, par exemple. Mm, Moi, il y a des trucs que vous me dites, voilà, une voûte en ogive ou je sais pas quoi, bon, je sais grosso modo ce que ça veut dire, mais me le représenter exactement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas architecte. Donc, le fait d'avoir une référence visuelle, ça m'aide ouais, beaucoup. Et par ailleurs, pardon, si je veux décrire, je ne sais pas moi, par exemple, un grand escalier, mais je connais pas le nom de chaque élément, mais en même temps, j'ai besoin de les connaître, enfin, pour les mettre dans mon texte, même si je veux pas faire une description ultra architecturale, mais je veux que ce soit un minimum, euh, pas cohérent, mais réaliste. mhm, Bah, si je sors tout sort de ma tête à 100%, il se peut que je me trompe de terme en fait, et que je mette le mauvais terme, et c'est une erreur qui va se voir assez facilement pour quelqu'un qui s'y connaît un minimum, qui va dire mais c'est pas possible que ça ce soit là, elle s'est ouais, trompée. mhm, Tandis que si c'est un truc qui existe, bah en fait, généralement, notamment sur les plans des trucs touristiques, ça c'est hyper précieux. Quand je visite des trucs et que je me dis tiens, ça ferait un bon lieu pour un roman, je chope le dépliant avec le plan et toutes les descriptions là et tout, et puis je le garde. Et j'ai un classeur où j'ai un peu tout ça. Et, et souvent, je prends des photos de trucs, de détails complètement anecdotiques que personne ne remarque, mais je me dis tiens, ça irait bien dans la description. Ouais. Clic, voilà. Et en fait, ça, je le fais parce que bah, du coup, ça laisse moins de place à l'erreur. Voilà. Et après, je peux imaginer tout à fait des descriptions complètement abracadabrantesques par-dessus. Mais le côté technique, ne serait-ce que pour un vaisseau spatial, par exemple, bah, du coup, je sais que j'ai quelque chose de solide. Voilà. Voilà, oui. Quels sont les rêves de vaisseaux spatiaux? Alors, quels sont les vrais vaisseaux spatiaux dont tu t'es... Pardon. Alors, pas vaisseau spatial, en fait, c'est plutôt des avions. Pour Non, l'intérieur, tout ce qui est cockpit et compagnie, tout ça, voilà. je plaisantais bien sûr. Oui, je sais, heureusement, parce que là, j'aurais été incapable de te répondre. Donc, euh, à ce stade-là, après, tu passes à quoi? Donc, t'as tes personnages, euh, et après quoi? Bah après, en fait, je vais pas beaucoup plus loin. Ça peut être surprenant parce que j'étais hyper architecte avant, je faisais des synopsis par personnage, etc. Et je le fais toujours, mais je le fais différemment. C'est-à-dire que je vais synopsiser, comme j'aime le dire, peut-être les trois, quatre premiers chapitres. Je vais me projeter sur les trois, quatre grands événements de la suite du récit, parce que je sais vers où je veux aller, ce sont euh, mes étoiles du berger, en fait. Mais je ne vais pas détailler davantage le récit, c'est-à-dire que je vais commencer par synopsiser donc les trois, quatre prochains chapitres, de là où, par rapport à là où j'en suis. Je les écris.
Arrivé à la fin, généralement, je me dis: «Ouh là là, je commence à m'embrouiller, ça se complique davantage que ce que j'avais prévu, machin et tout». Et là, en fait, je reprends 2 3 semaines de pause, je refais, un point, je vois l'évolution du personnage, donc je reviens sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, leurs problèmes, tout ça. Je me dis: «Bon, à cette étape-là du récit, qu'est-ce qu'ils veulent à nouveau?» et cetera. Dans comment ils vont interagir avec l'environnement. «Ah tiens, il va se passer ci, ça et ça». Hop, je resynopsise 3 4 chapitres et c'est reparti pour l'écriture. Voilà, et je fonctionne comme ça. C'est très lent par contre, mais je préfère. Et tu connais la fin? Quand tu commences, est-ce que tu connais ta fin? Généralement oui, mais je la connais dans les grandes lignes, c'est-à-dire que je sais ce Oui. qui va se passer, mais pas comment ça va se passer. Oui, d'accord. Ok. Oui, parce que le comment va venir au fur et à mesure, en fait. Tout à fait. Bah, c'est comme dans la vie, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que si vous voulez aller à Paris, tout de suite maintenant, vous allez prendre le GPS. Le GPS va vous indiquer une direction générale, mais il va pas vous dire tout de suite que dans 400 kilomètres, vous allez tourner à droite. Et oui. Voilà, bah, c'est pareil. En gros, mon GPS interne, il va me dire, en gros, voilà, prochain rond-point, et vous allez prendre la troisième à gauche, et puis après, vous allez prendre la D68, et puis ça va se passer comme ci, comme ça. Et c'est au fur et à mesure que je vais avoir les indications. Et c'est par rapport à comment moi j'interagis avec l'environnement qui va adapter ces instructions. Donc si je me trompe, que je prends la deuxième, il va me dire bon, bah, faites demi-tour dès que possible. Ou bien il va me dire bah, en fait, au final, vous allez prendre tel petit chemin de campagne et vous allez passer par tel truc où il y a plein de cailloux et qu'il n'y a pas la place pour passer avec la voiture. Oups, mince. Enfin voilà. C'est-à-dire que ça donne droit à l'erreur aussi. Hein, je peux revenir en arrière, etc. Mais généralement, la direction générale euh, est importante, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure dans le paysage. Et en écriture, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que on va mettre plus ou moins de temps à faire les choses, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de vivre. En fait, j'aime bien vivre les choses au moment où je les écris. Ouais. Voilà. Je n'arrive plus à me projeter. En fait, avant, je me projetais suffisamment et j'y arrivais, et je pourrais y arriver toujours. Hein, ça demande un effort supplémentaire pour moi, mais j'y arrive. Mais le problème, c'est que je suis très insatisfaite parce que quand j'ai choisi de changer d'avis, ben, ça m'énerve. Ah oui, oui, Parce que oui. je me dis, j'ai perdu du temps à créer un truc que je vais pas utiliser. Enfin, perdu du temps, non. Mais j'ai appris avec l'expérience que dans mon cas précis, pour moi, c'était frustrant. Et que donc, je préférais ne pas avoir à effacer ce que j'avais Ouais. prévu. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait la frustration de ce genre de choses, honnêtement. C'est. Euh, Parce qu'on fait un deuil d'une version de l'histoire, en fait. C'est pour ça, surtout. Ouais. Ce ne sera jamais écrit, en fait. Et c'est ça qui m'énerve. C'est pas tant le temps perdu, parce que c'est jamais du temps perdu. En gros, c'est la version dont on ne veut plus. Et c'est utile de le savoir. Mais c'est frustrant, quoi. Je me Ah, disais, mince, cette scène, je me réjouissais, puis elle n'aura pas lieu parce qu'elle ne fait plus partie du comment. Megalopa a raison, hein, dans le chat de dire effacer des trucs c'est hardcore. Ouais, ouais, Mm. c'est difficile psychologiquement. Et moi, je sais que c'est pas forcément pour la même raison. Je sais que par exemple, moi, je déteste perdre du temps. Ça me bouffe la Ouais. tête, ça. L'idée d'avoir perdu du temps, Mm. ça me ronge. Euh, Ah, bah alors ça, tu vois, c'est un rapport différent à l'écriture pour des raisons différentes aussi, je pense. Ça me rongeait pareil que toi auparavant, quand justement je n'avais d'autre choix que d'écrire parce que c'était mon moyen de subvenir à tous mes besoins en fait. Et perdre du temps, en fait, c'était la source d'un stress mais monumental. Monumentale, et je n'arrivais pas à... Il fallait que ce soit efficace, mes méthodes, en fait. Maintenant, vu que j'ai l'école d'écriture à côté et que honnêtement, l'écriture, bah, c'est pas ma source de revenus principale, très très loin de là, bah, j'ai... Comment dire? J'ai le luxe de pouvoir prendre le temps. Et du coup, c'est plus une frustration de passer à côté de quelque chose que vraiment le fait de perdre le temps. Parce que j'ai plus, comment dire, ce rapport au temps que j'avais avant sur le temps est ultra précieux. Maintenant, le temps est toujours précieux, évidemment, mais c'est une manière différente de l'aborder. Je sais pas, je tourne un peu en rond, désolé, je suis pas très au clair sur ça. non, mais c'est absolument pas évident, hein. Mm. Du coup, il y a un truc que je voulais aborder aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les précédents invités, et on a découvert que c'était la grande, grande passion de Anna Victoria Val, les Mhm. recherches. Les recherches. Ouais. Alors, est-ce que tu en fais, et comment toi tu vis ça? Est-ce que tu aimes ça, ou est-ce que ça te gonfle?
Alors concrètement, j'ai fait une thèse pendant 4 ans, donc la recherche, ça me connaît et ça ne me gonfle pas. Enfin, le côté thèse me gonflait, mais le fait d'être curieuse et de chercher un truc, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour le Je coup, te laisse répondre, hein, je excusez-moi, j'ai juste... voilà, on sonne à ma porte. Je reviens, pas je de te laisse souci, répondre, vas-y, vas-y. pas de problème. Alors je prends le contrôle du direct, c'est maintenant moi qui ai le contrôle et Céline ne reviendra pas. Non, je rigole. Hem, en fait, les recherches, il va falloir que je répète après parce qu'elle est pas là, hein. Alors je vais dire pour vous. Les recherches, j'en fais, mais j'en fais de manière, raisonnée, on va dire. C'est-à-dire que toute recherche qui est potentiellement inutile, c'est-à-dire qui n'ira pas dans le récit, je vais éviter de la faire. Pas par flemme, même si des fois il y a de ça, mais simplement parce que, bah, plus je fais de recherches, plus je découvre des choses inspirantes et plus j'ai envie de les mettre dans le récit. Or, généralement, on n'écrit pas on n'écrit pas un manuel d'histoire de quelque chose ou un manuel de géographie, et cetera. Et donc pour éviter de trop me tenter, je fais des recherches, raisonnées et raisonnables autant que possible. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, bon là, il y a les brigades du Steam qui est à l'écran, je pourrais en parler, mais c'était plutôt Étienne qui faisait les recherches et qui me filait ce qu'il y avait à mettre dans le récit, et qui faisait toutes les vérifications. Mais quand je fais toute seule, un récit, ce que je fais, c'est que, j'arrive à un moment où je me dis: «Mince, là, il me manque tel élément, il faut que je vérifie tel truc» et je vais aller vérifier tel élément et vérifier tel truc et quand j'écris dans un domaine que je ne connais pas, ce que je fais, c'est que je vais d'abord aller voir les ouvrages de de pour le public général, pour le grand public, du style, machin chose pour les nuls ou bien, vous savez les petits que sais-je en 128 pages et cetera et je vais lire ça parce que, bah, généralement le tri a été fait dans les informations et il y a vraiment le b.a-ba et dans ce qui a été trié, je vais, sélectionner les quelques chapitres qui m'intéressent le plus, pour mon récit en me disant: Ça sera dans le récit probablement, ça aussi» et je ne m'autorise à faire des recherches supplémentaires que sur ces chapitres-là. Donc je vais aller voir dans les notes de bas de page, les références qui sont données, les références bibliographiques et sinon, quand, par exemple là pour mon thriller, j'ai fait des recherches sur la police judiciaire et cetera. Bah, j'ai acheté un que sais-je, de la po sur les enquêtes, et les tueurs en série d'ailleurs aussi. Et non, c'est la criminologie pour les nuls, pardon. Et après j'ai acheté des ouvrages spécialisés comme, Les psychologues du crime, chez Fayard, et j'ai carrément pris comment dire? Un manuel, vous savez, pour ceux qui veulent apprendre à devenir, officier de police judiciaire. Ah, ça va, c'est pas C'est pour des trucs apprendre à devenir un criminel. J'ai eu non, il y peur a pendant pas un ça. instant. Non, il y a pas et du coup, tu vois, bah, l'air de rien, dans ces manuels-là, en fait, tu as des attends, je vais le sortir parce que je sais plus les noms, c'était il y a 1 an et demi que j'ai fait ces recherches-là. Mais attends, ah. J'ai craint le pire, hein, j'avoue, pendant un instant, je me suis dit, c'est quoi ce manuel? Non, non, ça s'appelle devenir agent de police judiciaire. Donc c'est pour ça qu'il va devenir officier de police judiciaire, agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint. Et en fait, Waouh. dedans, tu as par exemple des exemples de fiches de relevés dactyloscopiques, pour les relevés anthropométriques par la police scientifique. Tu as le matériel nécessaire au prélèvement biologique, donc tu as les photos et tout. C'est hyper intéressant. Tu as des chiffres et des statistiques qui sont vachement à jour, parce que comme ce sont des manuels, chaque année ou presque, il y a des mises à jour. Ah Et oui. donc c'est pour des sujets actuels, c'est hyper intéressant. Pour la fantasy, c'est sûr que c'est moins utile. Mais voilà, c'est vraiment. Enfin, maintenant, je sais comment un juge d'instruction il se saisit d'une affaire ou pas. Pourquoi est-ce que c'est quoi le rôle du préfet, machin, gna gna. Bon, vu ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant de le savoir d'autant plus. Oui, c'est Mais pas faux. voilà, c'est quoi une enquête préliminaire? Comment est-ce qu'on traite un délit en flagrance et pas en flagrance au niveau judiciaire? Comment ça se passe, etc. Bon, après, évidemment, c'est sur le papier, ça se passe pas toujours comme ça en vérité. Et ça, faut confronter ça à des témoignages et à des recherches auprès de personnes sources. Mais c'est très très utile. Et même en fantasy, si vous avez un personnage qui est orfèvre, par exemple, bah, vous avez sûrement des manuels d'orfèvrerie qui existent, des formations en ligne que vous pouvez écouter, regarder, etc. sur YouTube en gratuit ou bien en payant. Vous pouvez comment dire, vous renseigner auprès de gens qui sont orfèvres si vous voulez vraiment aller au bout de vos recherches. Voilà. Ah oui, non mais ça c'est... Voilà, les recherches, c'est... Enfin, tu fais quand même ça en profondeur, hein, j'ai envie de dire. Tu vas quand même chercher des En choses fait, je vais dans techniques une direction précises. extrêmement, extrêmement restreinte.
parce que je veux pas, chercher dans le vide. Donc je me donne une ligne de direction précise, mais derrière je vais pas, enfin je vais au fond du truc pour m'y connaître. Parce que si j'ai un personnage qui est censé s'y connaître à fond, bah, faut que je m'y connaisse aussi, en fait. Et je Oui. serai pas à l'abri de l'erreur encore avec ça. Donc je préfère, voilà, je préfère essayer de, heu, comment dire? D'être sûre de ce que je vais dire, au moins dans la théorie. Et après on me corrigera sur la pratique, mais bon, Mais c'est c'est pas grave, vrai, c'est la base. Galopa, c'est vrai que quand on se lance dans un thriller contemporain, et que bah, le cadre est réaliste, Mmh. forcément, on peut moins raconter de trucs foufou que si on fait de la science-fiction ou de la fantasy, où là, bon, si on arrive quand même à donner vraiment corps à notre univers, bon, ben, les gens nous suivent et se posent pas forcément beaucoup de questions. Mais c'est vrai que là, Après, généralement, dans l'intrigue d'un thriller contemporain, tu t'en fous un peu parce que généralement, ton personnage principal, c'est soit un underdog de la police qui suit un peu son chemin en dehors des voies officielles. Donc, en gros, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ou bien c'est moi, mon personnage principal du thriller, là, oh, elle est garde du corps au départ. Voilà. Et c'est sa sœur qui est assassinée et elle enquête sur le truc et tout. Et c'est son ami qui est policier de police judiciaire. Donc, c'est vraiment, comment dire, je peux un peu, on peut passer autour. Mais par exemple, quand tu vas faire parler les personnages, et qu'ils disent: «Ouais, j'ai vu sur Salvac qu'il y avait ça et ça», bah, Salvac, bon déjà, il faut expliquer au lecteur ce que c'est, quoi, parce qu'il y en a qui savent pas. Et puis en tant qu'auteur, enfin, Salvac, en gros, c'est un registre qui date de 2013 ou 2014, je crois, en ligne, sur tous les meurtres et les tueries en série potentielles, qui ont été, repérés, mais qui n'ont pas été élucidés. hmm. Oui, oui, c'est vrai Voilà. que bon, bah, on n'est pas spécialement au courant de ça. Non, et ça, j'ai découvert dans mes recherches et je suis allée voir ce que c'était, à quoi ça ressemblait, et cetera. Je me suis dit: «Bon, évidemment que je vais pas faire un passage entier sur comment ils utilisent Salvac, mais de temps en temps, il faudra qu'ils en parlent parce que, bah, justement, il est question de tueurs en série et ils vont dire: "Ouais, tu as vérifié sur Salvac, il y avait ça, machin et tout"». Ah ouais, OK, c'est 3 répliques, mais en gros, c'est ce qui fait que ça va être, bah, vraiment, ça va paraître réaliste, à défaut de l'être absolument. Oui, surtout pour les personnes qui connaissent le truc, ils vont se dire ah ah oui, enfin ça va potentiellement faire écho. Ça Mmh, c'est voilà, c'est un plus, j'imagine, pour le tout à fait. réalisme du récit. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que tu te limites dans le temps ou pas du tout par rapport aux recherches quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment prendre super super longtemps ou au contraire tu te dis bon bah voilà j'ai pas envie d'y passer 1000 ans donc je vais me dire bon bah à telle date ce serait bien que j'ai fini là-dessus quand même. En fait, je me limite pas dans le temps, je me limite dans les redondances. C'est-à-dire que quand je vois que je commence à trouver les mêmes informations, j'arrête de creuser. Ah, il y a une question intéressante. Mmh. Galopa demande comment on fait pour gérer les gens qui s'y connaissent vraiment dans ton sujet et qui vont lire ton livre. Eh ben, on s'en sert comme personne ressource. On leur demande conseil directement. Et comme ça, dans le cadre des remerciements, on dit: «Merci à machin qui m'a beaucoup aidé, qui est cavalier professionnel et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour tous les détails sur l'équitation. S'il y a une faute, c'est la sienne». Voilà, c'est Voilà, ça. donc Comment se on lui jette défausser. sous train. En Non, on fait, lui dit en rigolant, non, non, mais ça montre, de toute manière, les gens qui nous lisent, ils savent très, très bien qu'on n'est pas spécialiste de tout et ce qu'ils veulent, c'est voir qu'on a fait des efforts. Ils veulent pas un truc parfait. non, c'est vrai qu'il y a très peu de gens. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui vont venir en MP me dire ouais, ce détail quand même, parce que moi, je suis tel corps de métier, et bon. Mais c'était pas non plus, c'était pas un reproche, quoi. C'était plus une remarque de dire ah, tu pourrais, voilà. Mais voilà, c'était pas un reproche. Il y a jamais rien eu Mmh. de méchant, d'agressif ou de quoi que ce soit. C'était plus pour dire, bah tiens, si tu veux être plus proche de la vérité, tu peux peut-être dire ça ou dire ça. Donc Bah, bon, dans ce cas-là, la démarche, elle est vachement bienveillante, mais tu as aussi ceux qui sont pas bienveillants du tout, qui sont juste condescendants. bah, il Et faut ça, les moi, si ignorer, c'est ces ça que vous gens-là. craignez, ouais, en fait, parce qu'ils viennent C'est plus pas pour parler d'eux constructif. que pour vraiment aider, en fait. Et ces gens-là, vraiment, enfin, on s'en fout, quoi, en fait, hein, concrètement. Donc, voilà. Oui, alors je comprends Galopa sur le sujet des handicaps, des maladies, de la communauté LGBTQIA+. Là, on est sur un autre domaine, on va être sur celui des sensitivity readers. Tout à fait.
Euh, Qui sont des personnes ressources d'ailleurs, hein. Les gens Oui, disent oui, c'est de la censure, etc. Mais en fait, non, ce sont des personnes ressources. C'est comme je disais tout à l'heure, aller voir un orfèvre pour parler correctement d'orfèvrerie, ça nous paraît logique, oui, c'est c'est une exactement question de pareil. recherche. Ben voilà, aller voir quelqu'un d'handicapé avec le handicap précis qu'on met en scène dans notre récit, ben c'est de la recherche, c'est tout. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes l'auteur et c'est vous qui décidez ce que vous mettez ou pas dans le texte. Voilà, de toute façon. Mm. Si vous Et décidez puis, d'écrire de la merde, vous décidez de... tout à fait. Je Mais quand plaisante. on a généralement peur de blesser les gens, c'est que généralement, même si on fait des erreurs, on est amené à se remettre en question et généralement, ça se voit dans les textes. Et les gens, quand ils vont venir vous dire oui, alors là, il y a tel truc, etc., tu sais, c'est un peu. C'est pas trop que ça dans notre quotidien, c'était vraiment un cliché, machin et tout. Bon, bah, on dit pardon et on passe à la suite, en fait, c'est pas grave. Oui, puis Enfin, je c'est pas grave, crois qu'il faut pas... alors, je comprends que ce soit très angoissant, l'idée de se faire bâcher. tout à fait. Alors, Oui, là, en fait, c'est les shitstorms sur Twitter et compagnie, le problème. ouais, alors bon, Twitter, c'est Twitter. Tout Donc à à fait. un moment donné, Twitter est mort, venez sur Threads, c'est mieux. je pense que effectivement c'est difficile euh, d'encaisser ce genre de choses, mais je crois que c'est très très important de prendre de la distance par rapport à ça, parce que ce n'est que Twitter. Et que Tout à voilà, fait. le fait de se... Oui, Thread, c'est ça? Oui, c'est la version, c'est Twitter, mais version lancée par Instagram. Pour l'instant, c'est pas censé être disponible en Europe, mais en fait, il y a une manip à faire et puis vous y avez accès. C'est très bien, l'ambiance, elle est bonne. Voilà. Bon, on ira jeter un coup d'œil. Bref, je pense que... enfin, je comprends cette crainte, mais je pense que quand on fait les choses avec l'esprit ouvert et le souci de respecter les gens, Mm. euh, voilà, c'est qu'on fait de son mieux et Et on a le droit à derrière, l'erreur, on y revient. et on a le droit à l'erreur. Voilà. Maintenant, il faut pas non plus comment dire, nier l'évidence. Il va y avoir des gens qui sont là que pour dire du mal d'absolument tout. Bon, voilà, ces gens-là Ah, mais ça, existent, ils sont c'est partout. pas le problème de l'écriture, c'est le problème de ce que j'appelle la pureté militante. C'est-à-dire que quand t'es militant, t'as pas le droit à l'erreur. Pour les Non. gens qui te soutiennent, genre, je sais pas, t'es écolo, vegan, machin et tout, et le jour où on t'annonce que dans la sauce que tu mangeais, il y avait du saucisson, et puis que c'est dans un restaurant super connu, et que toi tu savais pas, puis tu allais manger là-bas, etc., ben on va te bâcher parce que, bah, oh, tu te rends compte, il a mangé de la viande alors qu'il est vegan, et puis ça fait 4 ans qu'il nous dit ceci, cela. Ouais, bah, l'erreur, elle est humaine, hein, je veux dire, voilà. Euh, alors, enfin, c'est pas grave en soi. Enfin, la personne, elle a pas tué un cochon et elle a pas assassiné en place publique, quoi. Faut arrêter. Enfin, bref. Mais je crois que Donc, voilà, il faut savoir faire la part des choses. savoir faire la part des choses. Et puis, ce qui est difficile, je crois que la conséquence de ça qui est vraiment dommage, c'est que des gens vont se censurer par peur Mm. de ça, en se disant, ben voilà, je vais pas écrire sur tel sujet, ou je vais pas faire ci ou ça, parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. C'est dommage. C'est dommage. Mm. Voilà. Je trouve que Et c'est typiquement, moi, dommageable. ça m'est arrivé, hein. Il y a des trucs que j'ai pas écrits parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Mais au final, ça s'est transformé. J'avais un roman que je voulais écrire sur le Japon. Quand je suis allée au Japon, là, 2 mois et tout, je me suis dit, ouais, je vais écrire mon roman japonais, gna gna gna. Bon, spoiler, j'ai pas pu parce que plein de merde dans ma vie et le séjour a été écourté. Mais le fait est que je l'ai pas écrit au final, je me rends compte, parce que me rends compte que il ne sera jamais à la hauteur de mes exigences. Ah ça. C'est-à-dire que très souvent, les romans japonais écrits par les personnes non japonaises ne me plaisent pas. Je trouve ça cuculapraline et vraiment limite raciste la plupart du temps, en fait. Et je me dis, moi qui ne suis pas japonaise, je suis choquée par plein de clichés qui sont véhiculés. Alors, les concernés, bref, voilà. Et je me dis, j'ai pas envie, enfin, je m'y connais assez pour savoir que j'ai pas envie de provoquer cette même réaction et que je préfère lire les autres. Mais c'est pas une censure par peur, c'est une censure de je sais que je n'écrirai jamais ce roman comme je voudrais l'écrire et je serais tellement frustrée que je préfère écrire d'autres trucs qui vont être épanouissants pour moi en fait. Mais c'est pas Oui, grave. là c'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt toi qui te protège de ton propre ressenti
Parce que tu Mm. sais que tu vas te faire du mal à toi-même, en fait. Donc c'est pas tout à Exactement. fait la même approche, effectivement. Je sais que Mais je ce roman comprends la a frustration. toujours une ambition trop élevée pour moi, en fait, voilà. En termes d'attente, de... Je pourrais jamais écrire comme quelqu'un de natif, et je le sais, et je l'admets. Et je préfère lire les natifs, ou les gens qui sont peut-être francophones ou anglophones, mais qui ont fait un travail de recherche de ouf, que j'ai pas envie de faire, parce que je vais avoir cette pression-là à chaque mot. Et ce sera pas un roman qui va être épanouissant pour moi à lire. Je pourrais peut-être y arriver, hein, je dis pas, mais je préfère pas. Mais je pense que ça reste un sujet sensible quand même et que sous le couvert... Enfin, faut pas se donner l'excuse de dire oui, je peux écrire tout ce que je veux, machin, et puis derrière montrer très peu de respect pour les autres cultures. Évidemment que non. Évidemment que non. Mm. Euh, je crois que le sujet de l'appropriation culturelle est effectivement épineux, mais que il est aussi légitime. Mm. Donc, effectivement, il y a quand même des fois où il faut se poser les bonnes questions aussi, de dire, bon, est-ce que là, sans le savoir, je ne vais pas faire quelque chose qui va blesser des gens. C'est ça en fait. Je pense que le souci qu'on doit avoir, c'est pas d'être politiquement correct ou je sais pas quoi, Mm. mais c'est de se dire, est-ce que ce que je vais écrire ne va pas blesser des gens? Et encore une Mm. fois, du coup, là, on en revient à dire, ben voilà, le mieux, c'est quand même d'aller voir des gens qui sont concernés pour dire, voilà, j'ai envie d'écrire ça, ou j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. En fait, rien n'empêche de l'écrire. C'est-à-dire qu'on peut Non, toujours l'écrire. C'est-à-dire que moi, mon roman, je vais sûrement peut-être l'écrire pour moi, pour mon plaisir. Je vais le passer à 2, 3 amis qui sont fans de littérature japonaise, et il va circuler en circuit fermé, en fait. ça, rien Peut-être, n'empêche de si un jour l'écrire, j'écris. jamais, Voilà. effectivement. Mais est-ce que j'ai envie de le faire publier et qu'il soit à la hauteur de mes attentes pour ça? Non, clairement pas. Donc, et comme j'ai pas le temps d'écrire ce roman-là, de toute manière, enfin, j'ai pas le temps d'écrire pour mon loisir, en fait, pour l'instant, bah, je le fais pas. Donc voilà, c'est tout. Mais après, j'avais discuté de ça avec euh, Michael Ferrier, qui habite au Japon, lui, pour le coup, et qui écrit des excellents romans sur le Japon. Et il dit très bien, il dit, je ne serai jamais... Enfin, j'en ai parlé avec lui pour ma thèse, en fait, parce que je l'avais interviewé. Et il m'a dit, écoute, en fait, ce qui compte, c'est le roman. C'est-à-dire que si le roman, il est aussi bon que ceux des gens qui sont natifs, il a la légitimité pour exister. Mais ça, ce n'est pas à nous, auteurs, de le décider. C'est aux gens qui vont le recevoir, qui vont le lire, et notamment les natifs. Oui. Et j'avais trouvé ça extrêmement pertinent. Et on avait parlé justement de l'appropriation culturelle, etc. Il me dit, bah, en fait, il y a des gens qui sont très bien placés pour écrire des romans sur leur propre culture ou quoi, et qui vont écrire des mauvais romans, en fait. Parce que ce qui fait la preuve, c'est le roman. Oui. C'est pas... La qualité n'est pas dans la légitimité, en fait. Mais lui, il était un peu détaché de justement de blesser ou pas blesser des personnes concernées, etc. Euh, et quand j'en avais reparlé avec lui en dehors de l'entretien, il m'avait dit oui, il y a un auteur, alors je vais pas donner son nom parce que je vais pas le balancer, le pauvre, américain, qui avait écrit sur Fukushima et qui avait en fait écrit un mauvais roman dessus et qui avait été publié, qui avait un lancement international chez plein d'éditeurs, et qui, 2 ans plus tard, a dit mais mon roman c'est de la merde, en fait, maintenant j'en ai honte. Aïe, 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 ça c'est dur, ça. Et il a blessé plein de gens, etc. Et en fait, il s'était pas rendu compte de sa démarche sur le moment. Et bon, ben voilà, il a eu une shitstorm, il s'est excusé, etc. Puis il est passé à autre chose. Et les gens qui l'avaient lu sont passés à autre chose aussi, c'est pas grave. En fait, ce genre de roman-là ne fait pas date, généralement, en plus. Mais pour revenir à est-ce que nous, on peut écrire sur des trucs sur lesquels on n'est pas concerné ou pas légitime a priori, ben, en fait, on revient à la question de la recherche. C'est-à-dire que si vous voulez le faire sans blesser qui que ce soit, etc., tout en ayant conscience que c'est de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que quitte à le faire, faites-le parfaitement. Voilà. Vous n'avez pas droit à l'erreur, en gros. Si vous prenez, vous vous emparez d'un sujet, c'est-à-dire que il faut évidemment pas se retenir de faire apparaître des gens indigènes d'Amérique, par exemple, ou d'ailleurs. Euh, si tel est votre souhait, vous pouvez avoir un personnage comme ci, comme ça. euh, c'est OK. Mais si vous voulez commencer à écrire sur l'histoire d'un personnage et à vous approprier l'histoire même, là, c'est encore autre chose. Pour le coup, ça, moi, je le déconseille parce que bah, justement, ça vous expose à des shitstorms et ça vous expose à un truc qui est que vous prenez la place d'une littérature qui a déjà très peu de place, en fait, pour exister.
et vous allez être publié, mais pas ceux qui sont concernés parce que généralement, bah, ils ont des trucs à dire qui sont pas les trucs que les publics blancs occidentaux ont envie d'entendre, en fait. Parce qu'ils vont dire la vérité sur plein de problématiques actuelles, etc. Alors que nous, on va rester sur le côté mystique et puis mythologique, etc. Et en gros, on va vendre un truc un peu cuculapraline, quoi. Voilà. Et épuré, j'allais dire épuré, ouais. 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 Très nettoyé. Bah, je En gros, pense on que peut tout c'est. faire, mais il faut bien le faire. Oui, puis avec le souci. Avec le souci de la réception de l'objet. Tout à fait. Donc voilà, on n'a jamais dit que c'était simple d'écrire un livre, hein, malheureusement. Non, Ah oui, non, non, non. ça c'est absolument terrible. Et donc du coup, pour se recentrer sur l'écriture, parce que Tout à fait. il faut bien qu'on en arrive à un moment donné quand même, parce que malheureusement, et ça je le dis souvent, je m'en plains régulièrement, le livre ne s'écrit pas tout seul. Non. Quel dommage. Euh, Est-ce que dans le processus de l'écriture, il y a des... Est-ce que tu as une approche particulière par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais d'une manière particulière Alors, par rapport à ça, quoi? J'ai pas tout L'écriture, quand compris. tu es dans la phase vraiment d'écriture, tu as tout préparé, tu as fait tes recherches, tu as tes personnages, D'accord. tu as ta trame, même si celle du début, et pouf, voilà, tu es à ton bureau et tu écris. Mhm. À ce moment-là, euh, comment, comment ça se passe est-ce qu'il y a des choses que tu vas toujours approcher de la même manière ou pas du tout Ah, tu me demandes de faire une psychanalyse de ma propre écriture. Oh, quand même pas, Ah, non. c'est retort. Quand même pas. Non, non, je rigole. Bah, en fait, oui, je vais toujours passer par les personnages et les émotions en premier. Mais ça, ce sont des réflexes qui sont à la fois de l'ordre du tic d'écriture d'une part, j'en suis convaincue, hein, j'en ai conscience, et en même temps du style. Donc oui, je vais faire plein de trucs de la même manière, avec toujours des nuances différentes qui sont apportées bah, par les éléments de contexte dans le récit, par les différents personnages et par, je sais pas, la manière dont je vois la chose à l'instant T quand je l'écris. Euh, mais comment dire? J'en ai pas spécifiquement conscience. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, euh, il y a une immédiateté entre mon cerveau et ce qui est au... Enfin, une liaison immédiate entre mon cerveau et ce qui apparaît à l'écran. Et on me dit que j'écris très très vite, mais en fait, c'est que des fois, je peux regarder l'écran pendant genre une demi-heure, je vais rien faire. Et puis d'un coup, dans ma tête, je vais me dire, ok, c'est bon, je sais d'où ça part et où ça va, exactement sur la tonalité, sur les registres que je vais employer, sur le type de vocabulaire, etc. Et du coup, bah, je pars dans cette direction-là, et en fait, il y a comme une digue qui s'ouvre, et je vais écrire pendant peut-être une demi-heure, une heure, 1000 mots, 1200 mots, et derrière, je vais en sortir épuisée. Hmm. Et jusqu'à la prochaine fois, généralement, c'est le lendemain, ou bien dans l'après-midi, une fois que je suis reposée, etc. Donc, en fait, je suis comme un diesel, c'est-à-dire que je vais beaucoup, beaucoup réfléchir, et une fois que... En fait, je fais 50 tentatives dans ma tête, et une fois que je me dis, tiens, je m'approche de quelque chose, même si c'est pas parfait, je me lance, parce que je me dis, je pourrais revenir dessus. Oui. Et en fait, je corrige beaucoup en même temps que j'écris, mais genre, j'écris 3 phrases, je reviens à la phrase d'avant et encore avant, je modifie 2, 3 mots, et je repars, etc. Et en fait, c'est vraiment un effet ping-pong, et c'est très difficile à suivre, parce qu'en fait, les gens un peu prétentieux disent qu'ils pensent en arborescence. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais en gros, ça fait comme une espèce de maelstrom. Et je pense un peu à tout en même temps. Et sur les mêmes niveaux. Et je suis incapable de parler dans ces moments-là de comment je construis mes phrases ou quoi. Je peux dire a posteriori en disant voilà, là, ça produit tel effet, j'ai utilisé telle technique, etc. Mais sur le moment, je sais pas. Ouais, je Je sais comprends. pas. Je comprends. Galopa dit on voudrait un stream d'écriture sur le Cozy Mystery. Bah, je pourrais en fait, ce que je fais avec des coachés des fois, c'est que ils n'arrivent pas à écrire une scène. Et on a beau mettre le truc dans tous les sens, etc. Je leur dis, écoute, plutôt que de t'expliquer 50 fois ce que j'essaie de te faire comprendre, je vais te le montrer. Et donc, on partage l'écran, et pendant 10 minutes, je vais écrire une scène, pas la leur, parce que je veux pas qu'ils aient les mots tout près, etc., mais un truc qui ressemble.
et je vais dire voilà, tu veux produire tel effet, ok. Avec tel type de personnage, ok. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un exercice d'écriture sous leurs yeux et je les laisse regarder. euh, En fait, à quel moment je réinterviens, quand je reviens en arrière et pourquoi. Et en fait, ils suivent mon processus créatif sans que j'ai à l'expliquer. Oui. Et parce qu'ils savent où je veux aller, c'est quoi les objectifs, etc. Et du coup, ils se projettent dans ce que j'écris. Et même si c'est pas leurs mots, ils ont un rôle d'écrivain aussi, quelque part. Mm. Et ça leur est très utile comme exercice. Voilà. Alors du coup, c'est parce que c'est très intéressant ça, le premier jet. Donc toi, t'es la team, je corrige au fur et à mesure des bouts. Non. Déjà, j'écris 3 phrases. Et ces phrases-là, pour moi, elles sont tellement fraîches qu'en fait, je me dis, ah ouais, mais il y a tel truc, ça ne produit pas tout à fait l'effet voulu. Allez-y, je modifie tel truc. Et hop, je passe à la suite. C'est-à-dire que je cherche pas à faire un truc parfait. Mm. C'est genre, j'ajuste ma vitesse de croisière, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu vas essayer d'aller jusqu'au bout du premier jet avant de te concentrer sur des corrections. Ça dépend. Parce que si je vois que mon premier jet, au final, il part pas dans la direction générale que je voulais au départ, dont on parlait tout à l'heure, Mm. je vais le mettre à la poubelle et je recommence. Ah Mais là 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 là. je ne corrige pas. Oh là là, parlons de ça, oui. Oh là là. Ouais. Alors ça, Mais pour le c'est... coup, contrairement au synopsis, j'ai pas la frustration. Parce que je me dis, j'ai appris des trucs sur les personnages, j'ai passé beaucoup de temps à les côtoyer, je sais mieux ce que je veux. Ah Donc oui. je jette le texte parce que c'est plus rapide pour moi de réécrire, parce que généralement je me rends compte au bout de 10 000 ou 15 000 mots, tu vois. Donc c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas non plus la mer à boire à réécrire. Merci pour le follow. Ouais, mais quand même, parce que là, moi, j'avoue, je suis en admiration devant la... Merci pour le... Comment dire, devant la force de caractère et la positive attitude. Euh, Jeter et recommencer me terrifie. Je n'ai jamais eu à le faire, mais cette idée, oh mon Dieu. En fait, tout à l'heure, je te disais les scènes, je fais des scènes d'entraînement. Bah, en fait, quand je commence un premier jet, et que c'est la première fois que j'entame ce jet pour un roman donné, je me dis toujours, il y a une chance sur deux qui passe à la poubelle. Et je le sais en commençant. Waouh, Parce que je me dis, jusqu'au 10 millième mot, bah, c'est un essai. waouh, waouh. Voilà. Je... Mais après, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le rapport au temps. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le luxe de pouvoir faire ça. Avant, tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, où je devais rendre 2 romans par an, etc. Et j'avais les traductions, etc. J'avais pas ce luxe-là, je pouvais pas. C'est-à-dire que c'était fait, c'était pas tout à fait ça. Bah tant pis, en fait, je garde, puis je vais corriger, et ce sera bien à la fin. Hein. Mais c'est juste que j'ai pas le choix. Je peux pas me dire, bah tiens, je jette 10 000 mots, puis je vais prendre 3 semaines pour y réfléchir, puis je vais me relancer. Non, je peux pas, j'ai pas ce genre de temps. Donc je Mais continue en corrigeant le tir à partir du moment où je me rends compte de mon erreur. Donc la suite du texte, il n'y a pas à corriger. Et du coup, je sais que jusqu'au mot, je sais pas, au 15 millième mot, je vais essayer de... je sais que j'aurai des corrections sur cet axe-là, par exemple. Un axe donné. ouais, non, mais ça reste quand même. Moi, je sais que au-delà, parce que dans mon cas, c'est pas tellement un souci de productivité, de volonté de productivité. C'est que véritablement, je me sentirais tellement découragée Mm. que ça me couperait tout. Je pense que je dirais bon, allez, tant pis. Je sais pas, j'avoue, là je projette quelque chose parce que je n'ai Ouais. jamais été confrontée à ça. Et s'il faut, peut-être que je trouverai les ressources pour recommencer. Parce que je me dis peut-être que en fait tu te voiles complètement la face et si c'était un projet que tu veux vraiment faire, peut-être que tu le recommencerais et que tu t'y remettrais parce que au final tu veux tout simplement faire ce projet qui te tient à cœur, tu veux aller jusqu'au bout et peut-être que c'est ça qui drive, peut-être. En fait, tu vois, un premier jet pour moi, c'est comme de la pâte à gâteau. C'est-à-dire qu'on a mis les œufs, la farine, le lait, la crème ou je sais pas quoi, enfin bref, tout ce qu'on met dans une truc à gâteau. Puis tu te rends compte que, ah mince, c'est pas le goût que tu voulais, tu les as fait au chocolat, puis au final tu les veux au raisin sec, tu vois, le truc que personne ne fait, mais on sait jamais. Tu peux pas enlever les pépites de chocolat une par une, tu vois. Il restera toujours un peu de chocolat. Ou genre, je sais pas, tu l'as fait aux noix de pécan, et tu te rends compte que ton invité, il est allergique aux noix.
Tu peux pas juste enlever les noix, c'est pas possible, il y aura toujours la trace, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours Ouais, un risque. je Bah, vois, mais c'est je terrible préfère cette. jeter la pâte et recommencer. Ouais, non, non, mais je sais. Alors, tu ne sais pas comment je vis mal mes échecs de pâtisserie, ok? Je les vis extrêmement mal. Je sais, mais tu fais d'excellentes pâtisseries, donc j'en ai déjà mangé chez toi, je sais très bien qu'elles sont délicieuses. Mais pour reprendre aussi un autre exemple, enfin non, pour rebondir sur un truc que tu dis, j'ai plus, mais ça c'est suite à mon burn-out et que le fait que j'ai arrêté d'écrire pendant des mois et des mois, ça m'a permis de prendre beaucoup de distance sur le rapport entre écriture et productivité. Hmm. Je ne fais plus en sorte d'être productive en écriture. C'est vraiment devenu un temps de loisir, même si c'est mon travail aussi, même si c'est pas le plus rémunérateur de manière claire. Je l'aborde de manière professionnelle, mais professionnelle avec comment dire, j'ai plus de pression. Je ne mets plus de pression en fait. J'ai choisi et je fais en sorte de ne plus mettre de pression. Bon, ça veut dire que en gros en 2023 j'aurai pas de publication, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Oui, non, mais ça, alors, bien sûr, je crois qu'il y a vraiment des moments où il faut savoir relativiser plein de choses. Même si c'est parfois un mot que je déteste, relativiser, parce que je trouve que parfois on exagère hein, de dire relativise, relativise, mais je crois qu'effectivement parfois il faut savoir lâcher prise en tout cas. C'est ça. Lâcher prise, ça c'est important parfois pour se protéger soi-même parce que en fait parfois on se met tellement la pression que ça en devient extrêmement extrêmement néfaste. Oui, on perd le fait d'aimer écrire en fait. Moi, c'est ce que ça m'a fait, hein. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais perdre ça. Donc en fait, tout ce qui me faisait perdre le fait que j'aimais écrire, donc le plaisir d'écrire, j'ai enlevé. Donc la productivité, aux oubliettes. Ah, les deadlines, aux oubliettes. Les commandes d'éditeurs, aux oubliettes. Ah, moi Mais ça, j'avoue je commence à plein de trucs. Voilà. j'avoue, les deadlines, ça m'est utile sur un plan personnel parce que je me dis, tiens, voilà, j'aimerais bien avoir fini ça pour tel moment, etc. Et ça m'aide à me dire, ah, bah pour finir à telle date, il faudrait que j'écrive tant par semaine. Est-ce que c'est possible? Oui, non. Et si je me dis c'est pas possible, je dis, ah bah non, du coup, cette deadline, elle est trop Mhm. avancée, il faut la repousser pour avoir quelque chose de plus réaliste. Ça me permet enfin, moi, c'est quelque chose qui me motive, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est très personnel, encore une fois, Mhm. hein. Alors là, Oui, pareil, moi, ce que je dis, c'est personnel en fait. C'est pas une règle générale, hein, absolument pas. oui, non, alors, le nano. Alors, oui, parlons un peu de ça, tiens, voilà. Je crois que c'est quelque chose que tu as déjà fait, Cécile. Oui, et j'en étais une des plus ferventes défendeuses, défendrices. Ça y est, ça fait 1 heure qu'on parle, je sais plus parler français. Une des plus ferventes admiratrices et pratiquantes, tellement que c'était devenu une religion. J'étais une espèce de gourou du nano. J'avais des mugs NaNoWriMo, etc. partout, et des t-shirts, et je faisais du writing, etc. Et puis, non. Pour toutes les raisons précédemment évoquées. Oui, parce que c'est très difficile. Moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire Pareil. pendant 2-3 ans. Et puis, je ne le fais plus parce que maintenant ça me fait du mal en fait. Maintenant ça me met de la Pareil. pression. Non, non, voilà. C'est devenu quelque chose de difficile pour moi maintenant, donc j'ai arrêté. Mais à une époque, ça a été une expérience super parce que c'était un défi, c'était quelque chose de nouveau. Il y a plein de gens Mm. qui le font au même moment, donc il y a une espèce d'énergie comme ça à ce moment-là qui est unique. Hein. C'est vraiment une expérience très chouette à Mm. faire, mais c'est aussi quelque chose de très très lourd, de très difficile. 50 000 mots en un mois, c'est waouh quand même, hein, Mm. faut se le dire. Ouais. Les gens qui le font, ça reste une performance. Il y a Exactement. très peu de Performance. gens, il y a très peu de gens, On fait pas vraiment. des performances tous les jours en fait, hein. On Je bat pas crois, ses records tous les jours. non, non, et je crois qu'il faut vraiment, vraiment. Oui, les game jams. Enfin, je sais pas, imagine faire une game jam tous les week-ends, mais enfin, tu arrives sur les routes, c'est pas possible. À un moment donné, il faut se poser. On n'est pas des machines. Il y a très peu de gens qui sont capables de tenir un rythme aussi soutenu.
Voilà quoi, il faut en avoir conscience. Et je pense que le plus dur, parce que ça doit nous atteindre dans notre fierté, voilà, il faut prendre conscience de ses limites. Et se dire, voilà, alors moi je peux faire ça, et plus je peux pas en fait, même si on voudrait. Mais en fait, tu sais, tout ça, c'est très lié au statut social des auteurs et au système économique, en fait, dans lequel on évolue. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre de l'écriture, même ceux qui sont très célèbres, comme Musso, ou bien, zut, celle qui a écrit Hygiène de l'assassin, Amélie Nothomb, Mm. ou d'autres comme ça, pour en vivre, ils publient un roman par an, et ils en écrivent souvent davantage. Donc, et eux, ils sont auteurs à plein temps, ils n'ont pas à se soucier de ceci, cela, et on parle d'auteurs qui touchent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Oui, Bon, ils sont très très peu, hein. Il y en a peut-être 10 en France qui sont comme ça, mais ils existent. Bah, le truc, c'est que même eux, l'écriture est sûrement devenue une source de pression, en fait. Parce qu'ils sont attendus pour l'année suivante, parce que oui, ils doivent écrire un roman par an ou plus. C'est parce qu'ils ont droit à l'erreur aussi, donc s'ils se plantent, bah voilà. Et je pense qu'il y a un rapport productiviste, en fait, encore une fois. On est dans une industrie, or on n'est pas des machines. oui. Et la création, enfin, ça c'est un truc, c'est très touchy aussi comme débat. Je n'encourage plus les gens à chercher à vivre de l'écriture. C'est-à-dire que si ils me disent j'ai envie de vivre de l'écriture, je dis bon bah vas-y, hein, je vais pas chercher à les décourager évidemment, mais je vais les aider. Mais je vais pas leur cacher s'ils me demandent oui mais c'est quoi les difficultés, bah, je vais leur dire voilà il y a ci, il y a ça, etc. Et sache que ça va produire tel et tel effet sur toi. Et que Oui. pendant un moment tu vas y échapper parce que tu auras toute l'énergie du début, machin et tout. Bah en fait après ça va être compliqué parce que bah, y a la lassitude qui s'installe, le fait que c'est tout le temps la même chose et puis que t'as pas le temps de te reposer, pas le temps de prendre de vacances, etc. Mm. Et c'est très compliqué. Et pour moi, vouloir vivre de l'écriture maintenant, c'est vraiment bah c'est trop de sacrifices au niveau de la santé mentale et physique des auteurs par rapport à ce que ça rapporte Oui. en termes pas juste d'argent mais de bien-être et de sérénité en fait. Voilà. Et oui, Galopa, oui, pour de vrai, il y a des gens qui vivent Oui. très bien même de l'écriture, mais ils sont très 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 rares. Je sais même pas s'il y en a 10. Mais en tout Si, il cas, y en a 10 parce que on peut, si on prend en compte les gens qui vivent de l'écriture pour le jeu vidéo, pour la bande dessinée, pour les scénarios, en France, il y en a. oui, voilà. Du roman pur, je suis pas sûre qu'il y en ait plus de 10 en effet. C'est ça, voilà. Il y en a vraiment pas beaucoup. Hein, Après, moi, j'en connais une de personnes qui vivent bien de l'écriture en France. il y en a quand Mais même pas c'est tout. beaucoup. Voilà, il y en a quand même Ouais. vraiment beaucoup. Mais il y en a. Oui, oui, il y en a. Il y en a. Mais ça reste, voilà, très très rare. Mais c'est des gens qui vendent à travers le monde plus d'1 million d'exemplaires. Hmm. Après, il y a Ça des rapporte gens très très qui, peu. il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais c'est pas, voilà, pas. À en survivre, pas confortablement, Oh, quoi. oui, c'est ça, voilà, à en vivre, mais pas, pas en roulant en limousine, quoi. Voilà, Non, on n'est pas dans c'est cette clair. catégorie. C'est compliqué. Moi, clairement, je roulerais même pas en Clio, hein, si je vivais que de l'écriture. Mon Dieu. Mais je pense que Non, la non. pression, et ça c'est un sujet, alors je pense que c'est quand même important de le dire, je pense que la pression, elle est réelle très très tôt. Dès qu'on Oui. commence à être édité, cette pression existe. Qu'elle soit réelle ou pas. C'est-à-dire que euh, il y a quelque chose de réel qui est que une fois que tu es sur la place publique, une fois que tu es édité, eh bien, il y a quand même ce truc de je dois continuer à exister. Et pour continuer à exister, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut sortir des livres. Donc il faut Donc, les écrire. Ah ben voilà, il faut les écrire. Parce que, évidemment, ils sont très mal élevés, ils ne s'écrivent pas tout seuls. C'est extrêmement mal foutu. J'aimerais bien, moi, qu'il suffise comme ça d'avoir l'idée et de se dire je vais y penser très très fort et ce sera écrit. Mais ça ne marche pas. C'est très dommage. Donc effectivement, il y a ce truc de dire on a donné un truc au lecteur. Et en général, les lecteurs sont très gentils parce que eux ne mettent pas la pression, même s'ils disent oh là là, il me tarde d'avoir le suivant parce que j'ai vachement aimé et tout. Les lecteurs, quand ils disent ça, ils ne mettent pas la pression. C'est pas pour dire bon, qu'est-ce que tu fous là quand même, tu l'écris ton truc ou quoi? Non. Non. On s'appelle George Martin, mais encore, c'est une exception. Oui, non, oui, mais là, lui, il charrie quand même parce que ça fait un moment qu'on l'attend. Je sais. Mais il y a ce truc de dire bon, on veut continuer à exister, tout ça. Mais je pense qu'il faut se dire aussi que donc à un niveau plus élevé, il va y avoir des auteurs qui sont réellement attendus et c'est l'éditeur qui va dire bon,
Le suivant, là, Mm. il sort quand? Ça, c'est... Concrètement, tu vois, pour les nécrophiles anonymes, j'ai publié et écrit 4 tomes sur les 6 prévus. Et ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai pas touché au tome suivant. Et je sais pas quand est-ce que je m'y remettrai, en fait, parce que à un moment donné, les lecteurs me demandaient la suite, les éditeurs me demandaient la suite. Et bon, j'ai fait un burn-out, une dépression, tout ça, enfin bref. Ça prend du temps de s'en remettre. Et en fait, personne derrière ne m'a demandé la suite. Ouais, La seule qui se met la pression, c'est moi. ouais, souvent. Ouais. Et je sais que je l'écrirai un jour, je sais juste pas quand. Et je sais même pas si du coup les éditeurs publieront la suite ou pas. Ah, ça? Parce que peut-être que ce sera trop tard pour eux, je sais pas. S'ils la publient, bah écoutez, tant mieux. Mais je sais que, en tout cas, pour mes lecteurs, la suite sera disponible. Il se peut que ce soit publié sur internet en mode, bah voilà, tenez, c'est cadeau. Oui, Je sais pas. J'en suis à un point, tu vois, où je suis en lâcher prise totale sur ça. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas juste qu'on nous mette la pression sur ça. Ah, mettez-nous la pression, mais dans ce cas-là, embauchez-nous, faites-nous le salarié, oui, c'est ça. qu'on a un contrat de travail, et puis donnez-nous des raisons de vouloir publier à tout prix chez vous. Hein, parce que c'est beau les rapports de force. Mais moi je dis, voilà, si vous voulez absolument avoir la suite parce que vous estimez que ça va vous rapporter de l'argent, bah dans ce cas-là, misez dessus. Payez-moi C'est à ça, l'avance. c'est ça. Donnez-moi les moyens de créer du temps pour vous. Sinon, bah, vous attendez. Oui, oui, c'est ça aussi la difficulté, c'est que on n'est pas dans un système qui permet aux auteurs de pouvoir manger au moment où Mm. ils doivent écrire le truc. Donc Ah, comment on quand t'es fait? mort, t'écris pas. Hein. C'est voilà, comment on ne sait pas encore vivre en suçant des cailloux, on n'y est pas arrivé, donc voilà. C'est donc voilà, oui, Galopa dit auto-édition, voyons. Oui, 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 lolignol. alors on peut en parler, mais justement, j'ai une série, Penny Cambriole. J'ai récupéré les droits, bon, bah là pour le coup, parce que l'éditeur a fait faillite, le pauvre, suite à la crise du Covid. Mais je sais très bien que je vais le rééditer. Alors j'ai contacté les éditeurs et tout. Alors ils ont tous envie de l'éditer, hein. Mais quand on commence à parler argent et contrat, ils sont là en mode ouais, je sais pas. Et puis moi je leur dis, mais attendez, c'est une série, il y a 6 volumes, elle a eu du succès et tout. Enfin, pas un succès monumental, mais on a vendu, je sais pas, 3000 exemplaires, ce qui est pas mal. Ouais. Voilà, j'étais un tout petit éditeur, tu vois, donc c'est quand même bon, 3000 exemplaires, tous les volumes confondus, hein, faut pas non plus avoir des chiffres mensongers. Mais c'est pas mal. Bah, ouais, alors ils sont contents, ils sont intéressés, mais en gros, il n'y a pas de proposition concrète. Donc je me suis dit, bah moi par exemple, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais de ce texte? C'est-à-dire comment est-ce que je pourrais l'éditer pour qu'il soit disponible pour un lectorat, mais sans que ce soit une source d'angoisse pour moi de gestion logistique. Et en même temps, bah, que ce soit disponible pour mes lecteurs. Mais pareil, ça c'est un luxe que j'ai, c'est-à-dire que j'ai dû lâcher prise. J'ai plus la pression de devoir vivre de l'écriture. Et donc du coup, bah, je peux faire un peu ce que je veux en fait. Ça c'est cool. Voilà. Oui, moi j'avoue que j'ai décidé dès le départ que je ferais ce que je voulais. Après, il faut aussi bien garder à l'esprit, hein, l'auto-édition n'est pas facile. Non, pas du tout. Voilà, ça il faut bien le comprendre, l'auto-édition n'est pas facile parce qu'il faut tout faire soi-même, parce qu'il faut tout financer soi-même. Voilà, donc Mm. c'est difficile. Après, c'est super adapté quand on a un contrôle fric et qu'on veut absolument tout gérer soi-même. Ça, c'est sûr que là, par contre, Mm. c'est absolument ce qu'il vous faut. Mais voilà, ça demande d'avoir des tas de connaissances, éventuellement des contacts aussi. C'est tout sauf simple. Ça demande d'avoir aussi Mm. beaucoup d'énergie, de savoir s'organiser. Tout à fait. Euh, voilà, rien de simple. Mais après, c'est vrai aussi qu'il y a plein de bons côtés, qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, qu'on n'est pas limité par les fameuses lignes éditoriales que je déteste. Tout Euh, à fait. voilà, alors no offense hein, pour les maisons d'édition, il faut bien avoir des lignes éditoriales, sinon ben, on ne sait pas ce qu'on vend. Et de réseauter, oui, Galopa, tout à fait. C'est-à-dire que ben oui, il faut entrer en contact avec des gens, il faut voilà, il faut parler, il faut rencontrer, il faut tout ça, il faut être une pipoule personne. Mm. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, c'est pas facile. Non. Et ça demande du travail, il faut du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Pour tout. Tout à fait. Ah là là, le temps.
C'est terrible. Mm. On en revient toujours au même problème, hein. Non, le problème, c'est pas le temps, c'est la productivité. Ah, pour moi, le problème, c'est le temps. Parce que quand tu mets tout bout à bout, tu te dis, mais tout ça prend un temps pas possible. Et oui, parce qu'on n'est pas assez productif par rapport au temps relatif. Ouais. Un petit Mais retourneur de justement, temps, oui. un petit retourneur de productivité, tu vois, c'est-à-dire que moins t'en fais, plus t'en fais. Oh C'est cool là ça, et là, t'as tout le temps du monde. je Nouvelle veux. invention. Ta bam. Oh, mais je veux. On veut tous. On va appeler ça un procrastinator, tu vois, c'est quand tu le retournes, genre tu t'allonges et tout le travail autour de toi se fait, c'est magnifique. Ah mon Dieu. Je t'ai dit, le problème c'est pas le temps, tu vois, c'est la productivité. Un procrastinator. Ah, Exactement. magique. Ah là, le rêve, le rêve, le rêve. Écoute, fantastique. Là, je crois que tu as vendu du rêve, mais à tellement de gens, c'est incroyable. Euh, Ça ah fera oui. 120 € s'il vous plaît. Ah, Joli vendu, hein, faut bien pris. Hein. ah, ah là là. Vu qu'on m'accuse de vendre des formations qui ne servent à rien sur internet, des fois j'aime Non, bien mais en faites rigoler. attention, elle est dure en affaires, hein. Ah, tout à fait, oui. Il y a Alors, Galopa qui a une question. oui, comment on fait quand on a fini d'écrire un roman? Qu'est-ce que tu fais concrètement entre deux romans? J'ai un mal fou à lâcher prise et à me reposer. Oui, là, ça fait 2 semaines et j'y arrive toujours pas. Eh ben, en fait, je me repose pas. C'est-à-dire que je redirige cette énergie vers autre chose. Genre le ménage qui attend depuis 3 semaines, un mois, 3 mois, des fois. Non, peut-être pas tant, mais. Ou bien, en gros, je vais faire tous les trucs que j'ai pas eu le temps de faire et je le fais en pensant à mes personnages. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je retombe dans ce que je faisais avant d'écrire, en obsédant toujours sur ce que je fais, jusqu'à ce que d'un coup, une nouvelle idée se pointe et me dise Hey, regarde-moi, tu voudrais pas me développer? Et généralement, c'est là où je commence à lâcher prise sur l'ancien roman et à l'oublier. Très très bien. Mais tu sais, Mais je force pas en fait. les persos, ils vont pas disparaître, hein. Tu vas Non, les lâcher et alors quoi? Ils seront toujours là. Ils seront toujours là, en fait. tu Ils les vont reprends quand tu pas, veux. ils vont pas disparaître, hein. Moi, il y a plein de scènes des foulards rouges que j'ai imaginées qui sont pas dans les romans parce que je les ai imaginées genre il y a récemment. Je me dis tiens, ce serait marrant qu'il y ait ça, puis ce serait marrant qu'il y ait ça. Je sais pas si je vais l'écrire, mais juste d'y penser en fait, ça me va. C'est un peu comme quand j'étais ado puis que je pensais à des histoires avec des personnages et que j'écrivais jamais parce que j'avais pas la compétence ou pas le temps, etc. Oui, c'est ça, des fanfics de son propre texte, c'est exactement ça. Qu'on n'est pas obligé d'écrire, hein. Des fois, juste une bonne musique, puis tu t'imagines la scène, tu fais voilà, c'était trop bien, et voilà, c'est fini. Bah, tu fais des spin-offs. Non, mais je Ouais, ou pense des que ça, spin-offs. c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que ça veut dire que tu aimes ton univers et tu as envie d'y Mhm. rester. Après, si vraiment c'est quelque chose que tu as envie de faire parce que tu as envie d'y rester, il faut y rester. Tout à fait. C'est pas un problème en fait, hein. On nous fait croire que c'est un problème parce qu'il y a la course au prochain roman, à la prochaine publication, etc. Et il faut toujours faire un truc différent, etc. Mais honnêtement, c'est un peu ce qu'on veut en fait, hein. Écoute, moi, le nombre de fois où j'ai lu ou entendu oh là là, il faut jamais commencer par une série quand on écrit. Bon, bah, j'ai commencé par une série des eaux. Je le regrette pas une seule seconde. J'ai écrit 4 volumes, voilà. Le dernier vient de sortir, c'est fini. Euh, mais en fait, mes personnages, je les ai pas quittés. Enfin, j'ai effectivement écrit le dernier volume, mais ces personnages n'ont pas disparu. Et pour moi, c'est très possible que j'écrive d'autres aventures dans ce même univers, d'autres personnages. Et ce sera une Ah façon de non. les faire revivre pour moi. Ouais. Galopa parlait de laisser poser le texte et de l'oublier un peu pour pouvoir faire la réécriture derrière en fait. Ah oui, ça fait du bien aussi. Ouais. Mais moi en fait ce que je fais du coup là concrètement, parce que je pense que tu voulais un conseil concret plus Oui. enfin comment dire, qu'un truc de mise en perspective, c'est que je me mets une date. Je me dis voilà, idéalement il faudrait que j'ai 2 mois pour le faire poser. Bah, pendant 2 mois j'ai interdiction de rouvrir les documents. Je m'interdis de prendre des notes. Je peux y penser hein, et je peux obséder dessus en faisant autre chose. Mais j'ai interdiction de rouvrir les documents. Ouais. Oui, c'est affreux. Ça Mais peut être marche. dur, ça peut être dur. Ça peut être dur. Mais après, je pense que là, encore une fois, il faut arriver à comprendre quel est son mode de fonctionnement.
Comment est-ce que chacun on fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pour nous ou pas, qu'est-ce qui nous fait du bien ou du mal, ça c'est pas évident. Je pense que pour arriver à comprendre comment on fonctionne, il faut tester des trucs, il faut tester des tas de trucs. Ouais, et il faut prendre des notes. Parce qu'on oublie beaucoup de Oh, ce qui c'est marche et vrai ce qui ça. marche pas. Et en plus, souvent, on se concentre sur ce qui marche pas plutôt que sur ce qui marche. Oh, c'est Et tellement du coup, on vrai. ne reproduit pas ce qui a marché. Alors que si vous prenez des notes en disant ah bah tiens, j'ai fait tel truc, ça a bien marché, j'ai fait tel truc, ça a pas marché, etc. Bah après, quand vous doutez, vous revenez sur les notes et vous vous dites ah mais en fait, ma technique, elle est là. Ouais, ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai créé les masterclass, ça concrètement. Faut pas chercher. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a le cerveau humain est fait de telle manière qu'on a tendance à se rappeler des choses négatives. Mm. Ah, et ça c'est dur, ça aussi. Là là, Ouais, là là que c'est dur. c'est Mais terrible, c'est affreux. je pense que c'est pas plus mal. Moi, j'avoue, je le fais de manière naturelle. J'ai naturellement le besoin, quand j'ai fini un bouquin, un premier jet, hein, j'ai fini un premier jet, de prendre 2 semaines sans regarder le truc, parce que je sais que ça va m'aider. J'ai besoin de recul pour y revenir. Sinon, je verrai Ouais, pas ce qui va pas. Je le verrai pas, je serai encore trop dedans. Et j'ai besoin de ce temps-là, en fait. Ça me rend service. Et puis, de toute façon, au bout du premier jet, je suis fatiguée. Et ouais, j'ai pareil, besoin. donc je prends des vacances. Et au bout des corrections, alors là, n'en parlons pas d'ailleurs. Parlons des corrections. Parlons des corrections. Oui. Alors, est-ce que tu fais 24 versions de chaque roman? Bah non, puisque je jette les 24 premières versions des 10 000 premiers mots. Arrête de répéter ça, c'est horrible. Chaque fois, j'ai une Non, crise d'angoisse. pour de bon, depuis que je fais ça, j'ai des corrections minimales en fait, c'est vachement pratique. Parce que Et en plus, tu. comme Ouais. je synopsise au fur et à mesure de loin en loin, bah, en fait, Hmm. tous les trucs qui m'auraient éloigné de ma direction générale ben, ne sont pas présents. D'accord. Parce qu'il arrive des fois que j'écrive, je synopsise 3-4 chapitres, je les écris, puis je dis ah, c'est de la merde, puis je les jette et je recommence le synopsis de ces bouts-là en corrigeant cette fois-ci, en mettant cette fois-ci directement ce qui est le plus à même d'être retenu pour la suite et je le réécris. Et donc je fonctionne de, je sais pas, 6000 ou 7000 mots en 6000 ou 7000 mots. Donc du coup, bah, à la fin, j'ai un roman qui tient vachement la route, quoi. Oui, ça c'est bien. Du coup, après, tes corrections, elles sont minimales. Ça va être sur le style, ça va être les coquilles, Ouais, ça va être tout ça, quoi. ouais. Là, concrètement, c'est dans le thriller, par exemple, c'est la cohérence de la répartition des informations. Oui. Au départ, j'étais partie sur une écriture avec un narrateur non fiable, et puis j'ai changé d'avis. Ah là là. Euh, Ah là là, changer ouais. d'avis sur le narrateur. Ah Au là bout là. de 10 000 mots. Au bout de 10 000 mots. Ah Donc là j'ai là là là. recommencé. Mais la manière dont après j'ai réagencé les informations, j'arrivais plus à me repérer Oh, en me disant c'est dans quelle version que j'avais fait ça. oh mon Parce que comme dieu. c'est du polar, c'est du thriller, tu vois, c'est pas pareil en fait. Et j'étais vraiment perdue. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'écrivais, sur chaque axe, je surlignais d'une couleur précise. Genre, axe tueur en série, bah, c'est en bleu. Axe histoire familiale et secret de famille, c'est en rose. Et donc, ça ressemble à une espèce de une guirlande, quoi. Et en gros, quand je recherche une information, je me mets aussi des commentaires en me disant ah, ici, il faudra que je me rappelle que plus tard, dans 50 pages, quand il se passera tel truc, même si je sais pas encore comment je vais l'écrire, il faudra qu'il y ait tel élément qui apparaisse. Oh, à la fin, t'as un manuscrit arc-en-ciel. Oh là là. Ouais, c'est ça. Et en fait, ma correction, c'est vérifier axe par axe, en fait. Donc là, c'est ce que je fais en D'accord. ce moment quand je corrige. Ok. Ah là là. Ah là 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 là. Voilà. Mais du coup, bon, du coup, tu passes pas 1000 ans sur les corrections et tu fais pas 25 versions de ton manuscrit. Non, non. Parce que bah, simplement, je suis très sélective sur ce que je me laisse. Enfin, pas le droit d'écrire, parce que j'écris un peu ce que je veux, mais sur la direction que je donne à ma créativité au premier jet. Oui, tu travailles Qui est beaucoup ton aussi. premier jet. Tu travailles Ouais, beaucoup je ton travaille premier jet. beaucoup mon premier jet. En fait, je le corrige pas au fur et à mesure, mais en gros, je le remets en question Oui, toutes les 25 pages. Je me dis, bon, est-ce que je prends la bonne direction? Alors oui, attends, machin et tout. Ok, c'est bon, je valide. Et comme je fais ce travail de validation au fur et à mesure, mm, bah, les corrections, du coup, sont moindres, puisque bah, concrètement, je commets moins d'erreurs. oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors un truc que j'aimerais qu'on évoque un peu parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la coécriture. Puisque tu as Mhm. coécrit au moins 2 livres, je, Tout je, à fait. je pense que je ne me trompe pas, donc les, Tout les, à fait. les 2 livres de la série des Steam, Brigade du Steam. voilà, des Brigades du Steam, avec Étienne Barillet. Tout à fait. Comment ça se passe, la coécriture? Eh ben pareil.
parce qu'on a la même technique d'écriture. Fabuleux. En fait, ouais, jure. En fait, ce que je conseille quand on veut coécrire un roman, c'est pas de trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes techniques d'écriture. Ah oui, mais comment on sait ça? Ben, en fait, en discutant, comme on vient de le faire. D'accord. Et nous, c'est en discutant écriture avec Étienne dans un salon. Puis après, il a lu un de mes romans, bah, c'était Quadruple Assassinat. Il a adoré, puis il est revenu me voir, il me fait je cherchais quelqu'un avec qui coécrire un truc, parce que en gros, il avait écrit plein d'essais, mais pour la fiction, il se sentait pas de le faire tout seul. Hmm. C'était hyper intéressant parce que, enfin, moi, c'était marrant parce que c'était quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un que j'admire énormément. Mais à l'époque, je le connaissais pas bien. Et je me disais, putain, il vient me demander à moi de coécrire un truc, quoi. J'étais genre, what? Enfin, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'était et c'est toujours un peu un espèce de père du steampunk, Étienne Barillier en France. Je dis, attends, il vient me demander à moi? Genre, moi? Comment ça se passe là? Je sens que la première rencontre, j'avais vous voyez et j'avais présenté le manuel steampunk qu'il avait publié au Mouton électrique en mode je peux avoir une dédicace s'il vous plaît, on me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà, c'était vraiment le truc de fangirl quoi. Et en fait, bah oui, donc comme dit Galopa, on lit ce que fait l'autre personne, on discute d'écriture beaucoup et généralement en fait ça se fait tout seul. Voilà, mais Voilà. lire ces romans, ou en tout cas lire ces textes ne suffit pas, parce que c'est pas comme ça que tu Ouais. sauras sa méthode. Non, parce que le résultat ne donne pas toujours un aperçu de la méthode. Même rarement en fait. Euh, des fois, on peut identifier une méthode qu'un auteur n'a pas utilisée, mais juste, comment dire, la manière dont on l'explique permet à un apprenti auteur de se créer sa propre méthode pour produire un résultat similaire, tu vois. Ça fonctionne comme ça. Ça marche. Mais euh, vraiment discuter écriture et aussi voir si l'autre personne a autant d'ego que nous ou plus. En Ah gros, il là faut trouver là. quelqu'un qui a un ego identique au nôtre. Hmm. Euh, Moi, je suis tout le temps en train d'écouter, enfin, j'essaye en tout cas d'écouter les gens. Quand je suis pas d'accord sur un truc, je vais le dire, mais je vais le dire en disant, bah ça, c'est pas mon truc, tu vois. Je vais pas dire, ah bah c'est tout naze ce que tu fais. Non, c'est juste, c'est pas mon truc. Et Etienne, il est un peu pareil au niveau caractère, en fait, comme ça. Et du coup, bah, quand on écrit, il n'y a pas de dispute, tout est très souple. Hmm. Et les quelques fois où on se prend un peu la tête, c'est genre en mode, ah ben non, mais moi je veux que le dirigeable il soit bleu, il veut qu'il s'appelle comme ça. Ben voilà, ce sont des points de détail, tu vois, en mode, l'autre fois c'est toi qui a décidé tel truc. Enfin, c'est vraiment, comme Dieu dit Galopa, c'est communication bienveillante en fait. Oui, mais Voilà. je crois que ça, Et c'est important parce que ça reste une relation tout à professionnelle. fait. Il faut comprendre que là, c'est du travail. On est dans une relation de travail. Tout à fait. Donc il faut. On peut être amis par ailleurs, hein, Oui, mais ça, voilà. non, mais ça n'empêche pas l'autre. Mais quand tu écris un livre, tu es dans une, surtout là, c'était pour un éditeur, donc c'est une relation de Mm. travail. C'est pas comme, voilà, t'écris un livre entre potes pour rigoler, c'est autre chose. Mais Mm. quand il y a un résultat attendu pour un éditeur, à ce moment-là, tu es dans une relation de travail, tu es dans une optique professionnelle. Tout à Donc fait. il faut savoir avoir voilà, un comportement et des échanges professionnels, quoi. Mais c'est pas évident d'arriver à trouver des La collègues, bonne personne. voilà, Mm. des collègues avec qui ça fonctionne. Ouais. Puis il y a aussi, il faut avoir un style à peu Compatible. près semblable. Ou en tout cas, Mm. avoir la compétence pour l'adapter Mm. et trouver un style commun en fait. Par exemple, je suis pas sûre que toi et moi on pourrait écrire un roman en commun. Ah, c'est très possible. Oui, oui, oui. Pas parce qu'on s'entend pas, au contraire, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci, et je pense que la communication passerait et tout aussi, mais on n'a pas le même style et on n'a pas les mêmes techniques d'écriture. Oui, oui, il y a d'autres personnes avec qui je m'entends très très bien et avec qui je pense que je ne pourrais pas coécrire. C'est, Mm. ouais, ouais, il faut vraiment arriver à trouver. Il y a vraiment une compatibilité à trouver là-dessus, en termes aussi de rythme de travail. Mm. Ouais, Parce que je pense que si t'es du genre à écrire super vite et que en face de toi t'as quelqu'un qui a pas du tout la même approche, il y a une frustration de fou derrière quoi. Donc mm. C'est ça. il y a ça aussi, il faut vraiment arriver à trouver euh, un équivalent. Pas un miroir, hein, parce que je pense que si j'avais en face quelqu'un comme moi, ça se passerait très mal. Mais, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment arriver à trouver une compatibilité. Tout à fait. Et ça, c'est pas facile. Non. Donc là, c'est vrai Mais que c'est bon, bien quand ça tombé. se fait, ça se fait. Là, Ouais, c'est c'est. bien tombé. C'était pas la première fois que j'essayais d'écrire, de coécrire quelque chose avec quelqu'un que j'aime bien.
Mais c'est la première fois où ça a marché. Et la Ah, seule fois pour l'instant. il y a eu des tentatives avortées. Ouais. Ouais, ça doit pas être évident. Ah, tu me diras après, voilà, je pense que ce sera ni la première ni la dernière. Il y a forcément des moments où on veut tenter des expériences et puis on se rend compte que pour une raison X ou Y, ça fonctionne pas. Tout à fait. Et il faut faire avec, quoi. Mm. Ouais, complètement. Bon, bah super. Un mot de la fin, quelque chose que j'ai oublié peut-être, quelque chose dont tu voulais parler et Non, je crois qu'on a fait le tour. Ça me semble bien complet, moi, je trouve. Hein. s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que on va te laisser faire la pub éhontée, soit de Mhm. ton dernier ouvrage ou de celui qui va sortir ou de ton bouquin préféré, je ne sais pas, celui que tu as envie de vendre. Vas-y, Attends, vas-y, je, dis-nous je tout. vais prendre. Ah mon Dieu, c'est terrible, c'est affreux. Ah là J'ai là. oublié de préparer ça. Oh, Euh, je vais pas prendre un des miens. oh, allez. Hmm. Moi, je mets quand même, je mets les brigades du Steam à l'écran. Voilà. Je vais pas prendre un des miens parce que je pense que les gens qui sont là, ils me connaissent un minimum en fait. Ah, il y a quand même, attends, il y a Ah, quand même une Megalopa dit question j'ai jamais lu. intéressante. Il y a quand même, voilà, il y a quand même une question intéressante. C'est, voilà, quelqu'un qui n'a jamais lu Cécile Duquesne, par quoi commence-t-on? Bon, ils sont tous à peu près bons, donc je pense que ça devrait aller. Bonne réponse, Je dis à voilà. peu près parce que voilà, il y en a que j'ai écrit plus jeune et que je j'écrirai pas de la même manière du tout maintenant. Notamment, bah, mon premier, c'est appropriation culturelle puissance 10 000, voilà. Mais ouais, les foulards rouges, j'aime bien, même si dedans il y a justement des erreurs que j'ai faites et que je ferai plus maintenant, mais on apprend, c'est normal. Euh, En fait, ça dépend de ce que tu aimes. Va vers ce qui te tente le plus. Il n'y a pas de vraie bonne réponse. Il n'y a que celle qui te ressemble. C'est-à-dire, si ça te tente les foulards rouges, ben, fonce. Voilà. Euh, Parce que si il fallait un manuel pour me lire, ce serait compliqué, quoi. Il y en a qui l'ont fait, hein. Ouais, je sais, ouais. Genre La Roue du Temps ou Brandon Sanderson, ils l'ont fait. Non, moi, je voulais conseiller 2 romans que j'ai lus, alors plus ou moins récemment, hein, voilà. Un en imaginaire et un pas en imaginaire. Le premier, ce serait Éducation meurtrière de Naomi Novik, qui est Alors, très connu. Et je trouve que c'est un roman, c'est une école de magie, mais qui tue ses apprenants. waouh. Très, très glauque, dit comme ça. En gros, c'est une école de magie dont toute la promotion ne ressort pas vivante. Voilà. Il y a beaucoup d'humour, c'est écrit avec un humour au vitriol vraiment, et beaucoup d'imagination, et j'ai adoré. J'ai le tome 2 là dans ma pile à lire, faut que je le lise. Et très très bon moment de lecture. Et je trouve que c'est un des romans vraiment qui mérite d'être connu de l'autrice, parce que tout le monde parle de Déraciné et d'autres titres à elle, et je trouve que celui-ci est vraiment pour moi, à mes yeux, le meilleur. Et ensuite, je vous conseille vraiment du fond du cœur de lire n'importe quel roman de Keigo Higashino. Keigo Higashino, c'est prix Akutagawa du roman policier au Japon. Non, pas Akutagawa, prix Edogawa Rampo, excusez-moi. Il a aussi reçu le prix du Polar International de Cognac 2010. Euh, et moi, je l'ai découvert avec Le Nouveau, qui a été traduit il y a 2 ans, je crois, chez Actes Sud. Et c'était extraordinairement bien fait, c'est-à-dire que c'était des séries de 3-4 chapitres où c'était du point de vue de gens qui habitaient dans une rue commerçante. Et il y avait un policier qui venait leur poser des questions sur un meurtre et qui repartait. Et la partie suivante, c'est 3-4 chapitres. Donc il y avait 3-4 chapitres dans une épicerie, par exemple, puis on change de lieu et on arrive dans 3-4 chapitres dans un magasin qui vend je sais pas moi, des broches pour les cheveux et des éventails japonais traditionnels et des kimonos. Et en fait, l'enquête se mène comme ça, et à la fin, l'inspecteur découvre qui est le coupable. On en découvre plus au fur et à mesure sur le meurtre. Et en fait, c'est un whodunit dans lequel on ne sait rien de l'inspecteur ou quasiment rien. Et c'est Ok. formidablement bien fait parce que même à la fin, on sait à peine comment il s'appelle et d'où il vient, quoi. Et c'est très bien fait. Et j'ai lu récemment un autre truc de lui qui s'appelle Un café maison. Et j'ai adoré. C'était très très bien fait aussi. Donc c'est que du whodunit, principalement pour l'instant dans ce que j'ai lu. Et je me régale. Voilà. Alors, Dans Naomi Novik, elle a écrit aussi une série avec des dragons, ça s'appelle Téméraire, je crois, je l'ai pas encore lu. Et il paraît que c'est encore mieux que Éducation meurtrière.
Ah, moi, j'avoue, Et il y voilà, a des dragons. je n'ai pas d'avis. Il faut absolument que je lise un Naomi Novik. Je n'ai encore jamais rien lu d'elle. Et pourtant, elle en a quand même écrit un bon paquet maintenant. Je sais pas combien il y en a, Ouais, mais... je sais pas, moi j'en ai lu 4-5, je crois, un truc comme ça, pas plus. Moi, j'avoue, Et les oui, dragons, les Terstract, c'est elfes, sûrement sur je ma me pile à lire. suis, je me suis un peu lassée de ça. Les dragons, c'est cool, mais je trouve que c'est hyper attendu. Et les elfes, je les Mm. déteste parce que je trouve qu'ils se la pètent beaucoup, beaucoup trop. Mm. Pardon, voilà. Peut-être on peut faire un mélange entre les dragons et les elfes, tu vois, et créer un espèce de démon infernal. Ça peut être sympa aussi. Oui, ou alors un dragon qui bouffe des elfes. Ça me va. En brochette, ouais, c'est sympa, ouais. Pardon, voilà. Donc c'est ça, Keigo Higashino. Tout à fait, avec un Voilà. H. Higashino. Oui, bah là, Pierre Pével, t'en bouffes des dragons, il y a pas de problème, il en met partout. Ouais, Y a aucun souci. Là, tu te lasseras. Enfin, tu seras aux anges. Il y a du dragon, en veux-tu, en voilà. Partout, exactement. partout. À toutes les Après, moi, sauces. dans les foulards rouges, il y a des dragons, hein. Je peux pas en dire plus, mais il y en a quelques-uns. Ah, voilà. Très bien. Allez, tu vois, t'avais un bon feeling sur les foulards rouges. Les foulards rouges dragon. Dragon. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Mais il y a quand même Pur Espace qui est sympa. Avec, Si. avec une take vampire alien totalement inattendue. Euh, Rien que pour ça, moi j'avoue, ça vaut le coup. Et pourtant, les Alors, vampires Pur m'énervent autant que les Espace elfes. devait paraître, le tome 2 et dernier tome devait paraître cette année. L'éditeur a eu des petits soucis, donc ça paraîtrait normalement l'année prochaine. Allez, Voilà, allez, voilà. tout ce Donc que je sais c'est le pour moment l'instant. de vous mettre au tome 1 pour être prêt pour le tome 2. Merci. Voilà. Moi j'ai revendu Pur Espace aujourd'hui. Ouais, après, tu vois, la take dragon alien, non, pas encore. Quoique dans Foulard Rouge, bref. La take vampire et alien, en fait, ça raconte Pur Espace, c'est l'histoire d'un exil d'un peuple vampirique qui est traqué par un peuple alien euh, qui veut son immortalité, en fait, tout simplement. Donc c'est une histoire de chasseur de vampires avec une take un peu avec des aliens qui prennent possession des corps, en fait. Voilà. Et du coup, forcément, ça tourne mal. Et Voilà. c'est une histoire d'exil. Donc bon. Non mais Ça ça dépend c'est quand tu super. le racontes. Tu peux le raconter du côté pulp de la force, comme tu l'as fait, et c'est tout à fait pulp. Et tu peux le raconter aussi du côté euh, roman sur l'exil, en fait. Ouais. Oui, un Bon, peu comme Animorph, et ben si je voilà. me souviens bien. Je crois qu'on a fait le tour du coup. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Cécile. On a discuté un bon moment. Tu as été la plus bavarde. Tu as été la plus bavarde de tous. Voilà, tu as le trophée. Comme Nous, nous d'habitude. avons atteint 1 heure et demie. Bravo, c'est toi qui, pour l'instant, détient le record. Donc, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes mes questions tordues. Avec plaisir. Merci aux gens du chat d'avoir été là. C'était très sympa. Merci à tous les gens qui sont même en lurk derrière là et qui écoutent. Merci d'être là, c'est super sympa. Euh, allez lire tous ces livres merveilleux. Voilà. Et comment on fait pour acheter les livres pour que les auteurs touchent plein de sous? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que si vous achetez les livres parus chez ActuSF, ça fait plus de sous si vous les achetez sur le site de la maison d'édition. Ouais. Chez Voyelle aussi. Voilà, chez Voyelle aussi, vous voyez. Donc en général, quand vous achetez sur le site de l'éditeur, ça fait plus de sous parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et chez Petit Euh, Caveau aussi. voilà, je pense que ce sera le cas chez beaucoup parce que du coup, il y a moins d'intermédiaires. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a moins. Donc forcément, il y a plus de sous, un peu plus de sous pour l'auteur. Donc voilà. Et en Tout à salon, fait. si c'est possible, ben c'est chouette. Mais voilà, je pense que ça Alors, répond à la moi, question. j'ai pas de prochain salon en fait. Enfin, j'en ai un. Je vais être à Saint-Cana, près de chez moi, en octobre, mais je fais plus trop de salons en fait. J'ai pas assez de publications, je suis plus bankable pour ça, donc Ça voilà. reviendra, ça reviendra. Ta, 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 tss, tss, tss. Ça Ouais, reviendra. thriller. Voilà. Merci beaucoup. Plein de bisous à tout le monde. Merci Merci Cécile. beaucoup. Euh, Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao.